Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui donc à l'occasion de ce webinaire organisé par Chapter Zero sur l'intégration du risque climatique dans le dispositif global des gestions des risques de l'entreprise. Alors, tout d'abord, quelques présentations. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Chapter Zero, quelques petits mots d'introduction pour vous décrire Chapter Zero. C'est une organisation d'intérêt général représentant en français de la Climate Governance Initiative du World Economic Forum. Chapter Zero France agit pour une gouvernance des enjeux climatiques informée et engagée. Et elle est parrainée par 3 présidents de conseil d'administration de grands groupes français. Et a acquis une bonne crédibilité en fait dans l'écosystème français, donc que ce soit investisseurs, régulateurs ou entreprises, corporate, industrie et services. Et cette association est soutenue par 2 membres fondateurs que sont Deloitte et l'INSEAD. Voilà pour la présentation de Chapter Zero France. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être entourée par un panel de grande qualité pour discuter des enjeux liés au risque climat. Donc, on a tout d'abord Monica de Virgilis. Donc, Monica est présidente de Chapter Zero France. Elle est aussi administratrice de société, notamment de ASM International, une entreprise néerlandaise spécialisée dans les semi-conducteurs, et d'une multinationale énergétique italienne, Saras. Nous avons également avec nous Hubert Mantel, qui est Head of Enterprise Risk Management chez Airbus et qui a réussi à activer sa caméra. C'est parfait, Hubert. Voilà. Nous avons... Moquez-vous. Nous avons Xavier Galliot, qui est Chief Sustainability Officer chez Essilor-Luca, et François Lanavert, qui est Head of Business Development chez AXA Climate. Alors, avant de commencer, quelques règles du jeu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans la partie Q&A qui est en bas de votre écran et nous y répondrons en fin de séance. Nous avons laissé un petit temps pour répondre aux questions. Là, vos micros sont coupés par défaut, mais l'idée, c'est qu'on puisse répondre à vos questions, évidemment. Une autre précision, c'est que le webinaire va être enregistré, pour que vous le sachiez. Et puis, un questionnaire de feedback va vous être proposé à la fin du webinaire. Et nous vous remercions par avance, en fait, de bien vouloir le compléter. Ça prend 2 minutes maximum. Et cela nous sera évidemment très utile pour des séances futures. Je vous propose, en fait, de ne pas trop tarder, de commencer tout de suite. On va avoir évidemment un débat entre nos différents panélistes. Je vous propose de commencer peut-être par vous poser à vous, Hubert, une question concernant Airbus. Quel est aujourd'hui, vous, votre parcours, parce que vous avez un profil de directeur des risques et non pas de directeur RSE, mais quel est votre parcours chez Airbus et comment vous avez commencé à vous intéresser au risque climat? Merci Sonia, bonjour tout le monde. Je vais être bref sur mon parcours chez Airbus parce que ça fait quelques années que je travaille dans le groupe Airbus. Je suis en charge des risques de l'entreprise depuis d'Airbus et de ses 2 divisions, Hélico et Défense, depuis 18 mois. Et j'arrive de 3 ans où j'étais en charge des affaires environnementales, qui à l'époque étaient distinctes de la problématique sustainability, donc RSE. Il ne faudra pas m'en vouloir si je sors des mots d'anglais. C'est un peu compliqué tous les jours, puisque on est comme ça. Donc, chez Airbus Commercial. Après 30 ans passés dans l'ensemble du groupe sur les missiles, les hélicoptères, les avions civils, donc de plus en plus gros, de plus en plus pacifiques, en direction de projets et en direction des programmes, et où le management du risque a toujours été un outil majeur du risque et des opportunités, un outil majeur de pilotage pour moi. En introduction, juste pour mon arrivée, en 2017, j'avais suivi les affaires environnementales à travers tout ce qui était substances dangereuses, qui était transversal programme sous ma responsabilité, et j'ai découvert la somme des activités. L'environnement, c'était beaucoup plus compliqué que REACH. Il y avait beaucoup d'affaires, et notamment des affaires sur le climat. Et j'ai annoncé ma volonté de prendre en charge les affaires environnementales au directeur des programmes, qui était mon patron à l'époque. Et lui, il a réagi en me disant, mais t'es prêt pour la pré-retraite, Hubert, qu'est-ce qui te prend? Et le directeur des opérations m'a dit, il était en anglais, donc je vais répondre comme il l'a dit, Hubert, I'm so happy for you and for Airbus, but you will have to evangelize a lot. La côté climat, en 2017, on faisait des choses, mais ça n'était absolument pas la priorité à l'époque.
Il y avait quelques bonnes raisons pour ça. Hein. Trafic aérien double tous les 15 ans. Finalement, on se sentait très tranquille. La vitesse avec laquelle les choses ont évolué est particulièrement significative et heureusement la prise de conscience de l'ampleur des enjeux et des risques et des opportunités associées. Et du coup, une première question qui s'impose, compte tenu du secteur d'activité d'Airbus, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les mythes et les réalités qui sont liés à l'impact climatique de votre secteur, du secteur aéronautique, et puis nous présenter aussi l'engagement d'Airbus lié à ce sujet-là? 2018-2019, revenez un petit peu en arrière, Flixcam en Suède, les Suédois qui volent à peu près 5 fois plus que tous les autres Européens se sont dit finalement c'est pas bien de voler. Face aux 4,4 milliards de passagers dans le monde en 2018, l'aviation a vraiment été montrée du doigt dans la prise de conscience des enjeux climatiques comme un responsable et un fautif majeur. Les chiffres impressionnent. Hein. Effectivement, les émissions de CO2, notre scope 1 et 2, c'est 1 million de tonnes de CO2 émis par an, c'est déjà pas rien. Si on regarde le scope 3 amont, c'est-à-dire tout ce qu'il a fallu à notre supply chain pour que les gens opèrent les avions, on passe à 10 millions de tonnes, 10 fois plus. Et quand on regarde sur une durée de vie moyenne de 25 ans des avions livrés dans l'année, on a décidé de publier envers et contre tout le scope 3 aval, c'est-à-dire celui fait tout le CO2 émis par les compagnies aériennes qui opèrent les avions pendant toute leur durée de vie, 500 millions de tonnes. Donc ces chiffres font peur. Et pourtant, ça représente 2 à 2,5% des émissions de CO2 industrielles qui participent au réchauffement climatique, au GHG. Et pourtant, on a gagné 80% dans la consommation de nos avions depuis les tout premiers jets dans les années 60 jusqu'à maintenant, 80% de réduction de consommation de carburant. Économie rime avec écologie dans l'aviation. 30% du prix du billet, c'est le carburant. Quand on baisse la conso, on aide nos clients à développer leur marché et leur rentabilité. La prise de conscience a été les chiffres, c'est pas ça qui est intéressant, c'est est-ce qu'on a un enjeu et est-ce qu'on veut l'affronter cet enjeu et est-ce que on veut vraiment permettre à nos enfants et à nos petits-enfants de se déplacer en avion et du coup d'avoir une aviation décarbonée. La problématique, c'est pas l'aviation, la problématique, c'est le carbone. C'est quelque chose qui revient souvent dans la bouche de mon CEO. Et donc, décarbonons l'aviation au lieu de montrer le fait de se transporter dans un avion du doigt. Voilà les chiffres qui sont importants et qui nous amènent du coup à prendre des grands enjeux, prendre des targets. Mais pour tout ça, il y a toute une mécanique à mettre en place parce que 2040, 2050, c'est loin. Et les enjeux pour évoluer et décarboner l'aviation sont absolument colossaux. Et quelle est cette mécanique en fait dans les grandes lignes en fait que vous avez mis en place chez Airbus? Alors au sein d'Airbus, on a commencé par revenir sur notre réflexion stratégique, trouver quelle est très clairement notre vision, hein, la vision de la société, être les pionniers d'une industrie aéronautique et spatiale durable pour un monde plus uni. Donc, se promener en avion, c'est réellement le motto d'Airbus, on participe à un monde plus uni. Mais il faut le faire de façon durable. Et pour le faire durable, les facteurs environnementaux et en particulier dans la durabilité, le changement climatique deviennent des enjeux majeurs. L'arrivée de notre nouveau CEO Guillaume Faury, c'est peut-être aussi une affaire générationnelle, hein, a mis au cœur du métier cette problématique. Dans la foulée, on agit rapidement sur le pilier stratégique. Le changement climatique fait partie des piliers stratégiques et donc ça va piloter de la R&D, ça va piloter des relations gouvernementales, ça va piloter énormément de choses et on met en place un axe de gouvernance, c'est-à-dire que il a été décidé de créer dans une commission spécifique Ethics, Compliance and Sustainability qui est le comité qui soutient les membres du board of directors d'Airbus sur
la revue en fait de la stratégie d'Airbus dans ce domaine-là. Donc on a repris, beaucoup de choses étaient faites un peu dans le désordre. On a repris cette logique en gouvernance plus généralisée, en essayant d'impliquer un peu toutes les fonctions. Et la façon d'impliquer toutes les fonctions, eh bien, dans une logique de on va traiter ça par le pilotage des risques et des opportunités. Quels sont les risques majeurs, quelles sont les opportunités majeures, et comment on structure nos activités sur l'avenir de la boîte avec ces leviers. D'accord, donc c'est la manière dont vous avez quelque part déployé cette analyse globale du risque climat au niveau de vos fonctions et de vos métiers. C'est bien ça. C'est comme ça qu'on les déploie. On est parti d'une fonction spécialisée dans un coin, des initiatives, parce que c'est pareil, on peut avoir des initiatives au niveau industriel, on peut avoir des initiatives au niveau OACI. L'aviation avait quelque chose de intéressant. Les enjeux ont été compris assez tôt. L'Air Transport Action Group, la TAG, avait pris des ambitions avant les années 2010. La roadmap de la TAG, les gens n'ont pas faut être suivis. Les gens avaient dans le collimateur le fait que l'aviation échappait aux accords de Paris. Le secteur de l'aviation est un secteur international qui n'était pas piloté par les accords de Paris. Et le sentiment qui en ressortait, c'était qu'on ne faisait rien, on ne faisait finalement pas grand-chose. Alors qu'on faisait des choses et alors que les gouvernements eux-mêmes ne pouvaient pas prendre les choses, puisque cet engagement international dans le domaine de l'aviation, il est piloté par l'organisation internationale qui nous gouverne, c'est l'OACI. D'accord. Maintenant, en gouvernance, Airbus a agi énormément et avec d'autres pour que à l'OACI les objectifs soient aussi intégrés. Amener l'ensemble des pays du monde avec les différentes compagnies aériennes, avec les différents aéroports, avec les différentes réglementations de trafic aérien, à tous adhérer à un objectif mondial de décarbonation complète de l'aviation, c'est une belle aventure. Et Hubert, une autre question. Quand on a préparé le webinaire ensemble, vous m'aviez parlé de 3 axes liés au risque climat qui ont été choisis par Airbus pour être rapportés au conseil d'administration. Est-ce que vous pouvez nous les détailler, nous en dire un peu plus? Volontiers. En 2018, en arrivant aux environnements avec ma culture de risque, j'ai réussi à pousser et à remonter vers les rapports de risque de la société qui allait au board of directors, une première boîte risque climatique. C'était pour le mérite de commencer à attirer l'attention. Inutile de dire qu'une boîte pareille, c'était difficile d'en faire quelque chose. Et en progressant sur le sujet, on a regardé les approches TCFD, Task Force Climate Change, pour regarder comment décomposer le risque en sujets qui soient pilotables et qui donnent du sens à la stratégie. On a trouvé 2 risques majeurs du côté de la transition, de l'adaptation nécessaire à Airbus. Premier risque, c'est l'énergie, c'est-à-dire que Airbus peut décarboner si le secteur de l'énergie avance, et donc on travaille beaucoup sur les Sustainable Aviation Fuel, donc les carburants durables, qu'ils soient de synthèse ou agricoles ou d'autres origines, biomasse, la génération d'énergie propre, d'hydrogène propre, qui sont des sources d'énergie nécessaires à des solutions aéronautiques. Aujourd'hui, tous les avions d'Airbus sont capables d'un plein à 50% avec du biocarburant. Si on remplissait tous les avions d'Airbus avec 50% de biocarburant, on diminuerait déjà de 40%, parce que le biocarburant, c'est pas 1 pour 1, de 40% les émissions de CO2. Ça n'est pas fait, on est à 0,3, 0,8%, parce que il y en a très peu de produits. Comme il y a très peu de produits, c'est très cher. Comme c'est très cher, ça ne rentre pas dans les compagnies aériennes. Donc, il y a une logique. Donc, premier risque, l'énergie. Deuxième risque, les technologies. Et là, effectivement, le commitment pour avoir un avion zéro émission que l'on lance et que l'on met sur le marché dans l'horizon 2035. Et là, ça peut être purement hydrogène avec un moteur actuel un peu modifié, ça peut être hydrogène et pile à combustible, ça peut être aujourd'hui l'ensemble des briques technologiques sont des efforts d'investissement de la R&T Airbus
et l'affaire de partenariat très important pour être capable de dire launch ready, un grand objectif de la maison, c'est launch ready for the new aircraft vers 2025, et donc avoir l'ensemble des briques techno, mettre de l'hydrogène dans des réservoirs dans un avion embarqué, ça a aussi cette dimension de challenge technologique. Deuxième risque, technologie, et on travaille sur le développement de cette technologie. Et le troisième risque, et ça c'est la contribution d'Airbus à un scénario réchauffement climatique de 1,5 degré. On fait tout ce qui est en notre pouvoir, comme on prend comme notre devoir, d'avoir la courbe d'émissions de carbone qui permettent au secteur d'être cohérent du réchauffement climatique 1,5 degré. À côté de ça, quand on regarde les risques, le scénario le plus probable, c'est peut-être pas celui-là. Et donc, on regarde la deuxième côté, c'est les risques physiques. Et si on va vers un scénario 2,5-3 degrés, comment est-ce qu'Airbus est résilient à ce qui peut arriver? Et là, c'est la dimension industrielle du sujet. Où sont mes sites, les pieds dans l'eau, ou avec aucune eau opérée dans une zone de sécheresse, des choses comme ça. Et où sont nos avions? Est-ce que nos avions volent encore dans les tempêtes? Est-ce qu'il fait trop chaud, trop froid? Et là, ce sont des études de long terme avec, par exemple, Météo France, des thèses sur comment est-ce que les changements macroclimatiques peuvent avoir comme effet sur les conditions vraiment micro autour de nos avions en termes de turbulence, en termes d'efforts au déchirement, en termes de rafales et ainsi de suite. Des beaux sujets d'études, mais on n'a pas encore les réponses. D'accord. Bon, très intéressant. Donc, énergie, technologie et puis risque physique / industriel. Et comment vous faites, et ça sera ma dernière question avant de passer à Xavier, comment vous faites le lien entre cette gestion du risque climatique que vous venez de décrire et la gestion du risque plus global, en fait, chez Airbus? Alors, les risques, on a du risque qui est en gros sur l'ensemble des fonctions d'Airbus. Le réseau de l'enterprise risk management repose sur le pilotage des risques et des opportunités dans le business, dans une dynamique bottom-up, top-down, donc du business vers le management, du management vers les opérateurs du business et des fonctions. On travaille maintenant qu'on a posé finalement le décor pour l'ensemble des fonctions et des opérateurs d'Airbus, on a décidé de lancer des études de scénarios assez poussées dans la même logique que ce que demande le TCFD. Et donc, on propose 3 scénarios. Enfin, ils sont encore en considération, mais en gros, ça va être du 1,5, du 2 et du 3 ou 3 degrés et demi. Et dans ces scénarios, qui est impacté comment vous travaillez? Donc ça permet d'avoir l'ensemble des risques qui vont être mieux ciblés et plus détaillés au niveau opérationnel, et des opportunités aussi, parce que je pense qu'il y a de belles opportunités dans ce secteur, et mieux cerner avec des plans d'action bien précis. Le lien avec le top management, eh bien c'est simple, dans nos top 25, les 3 risques dont je vous parle font partie du top 25 des risques qui sont présentés trimestriellement au Board of Directors et sur lequel on a des sessions en plus dédiées dans lesquelles les membres du board peuvent aller faire un deep dive plus précis. Au sein du comité des risques, l'ensemble des risques sont présentés, intégrés, leur évolution et leur progrès. Ça bouge pas trop vite sur l'environnement, ça va prendre un petit peu de temps. Enfin, on pourrait avoir des changements réglementaires qui nous amènent à changer les criticités. Et de façon plus détaillée, le comité dont je vous ai parlé, le comité Ethics, Compliance et Sustainability, va permettre aux membres du board, à certains membres du board directors, de creuser les sujets pour mieux informer tout le board. Tous les membres du board, à mon avis, sont largement concernés par ce sujet du changement climatique qui impulse vraiment la stratégie de la maison. D'accord, très clair. Donc vraiment 2 démarches complètement imbriquées. Oui. Merci Hubert. Je vais donner la parole à Xavier maintenant. Xavier Galliot, qui est Chief Sustainability Officer chez Essilor-Luxottica. Alors Xavier, chez Essilor-Luxottica, l'enjeu climatique est évidemment très différent de celui d'Airbus. Est-ce que déjà, en guise d'introduction, vous pourriez nous en dire un peu plus? Oui, bonjour à toutes et à tous. En effet, je suis directeur développement durable d'Essilor et aujourd'hui, Essilor et Luxottica ont formé Essilor-Luxottica.
donc le leader de l'optique. Nous avons une seule équipe aujourd'hui, EssilorLuxottica CSA pour le groupe. Avant de rentrer dans le sujet climat pour nous, parce que là on va se transposer de l'industrie de l'aéronautique métier de la lunette, on n'est pas dans le même je dirais secteur ou game ou problématique climatique. Donc EssilorLuxottica, c'est le leader de l'optique avec plusieurs marques que vous connaissez certainement dans l'optique, avec Varilux, Transition, et c'est des marques de monture, Oakley, Persol, Ray-Ban. Pour cela, c'est servi par une organisation assez dispersée avec 500 sites de production, donc plus grand dans 150 pays. Donc on est sur un footprint extrêmement large, avec 18 000 magasins aussi. Donc la problématique climat pour EssilorLuxottica est différente d'une grande industrie de l'aéronautique ou autre. Et à ce titre, nous avons lancé un nouveau programme développement durable qui s'appelle Eyes on the Planet, dans lequel le climat est important et a toute sa place et est un pilier. Alors, Sonia, vous avez posé la question là sur l'enjeu climatique. Alors, on va prendre quelques chiffres parce que ça. Tout d'abord, le climat, c'est un enjeu systémique. Même si on a un petit, je dirais, scope d'émissions de CO2 assez réduite par rapport à des grands secteurs comme l'énergie, on est tous liés. Nous, pour nos lunettes, on a besoin que ce soit transporté par des avions. Donc, c'est un enjeu systémique où tout le monde doit contribuer. En termes d'impact, on a publié notre scope 1 et 2 en 2019. Je vais prendre cette année à peu référence. On est à 740 000 tonnes de CO2. Et en 2015, juste sur le scope EssilorLuxottica, on était à peu près à 2 millions de tonnes de CO2. Donc, on est sur un low carbon business. Donc, les lunettes, c'est quelques grammes de CO2. Et en plus, on va les porter pendant 3 ans et avec ça, on change la vie des gens. Donc, l'enjeu climat pour nous, c'est sûr de réduire ces émissions de CO2, même si elles ne sont pas si importantes que cela par rapport à d'autres, mais on veut contribuer à l'aspect climat. Et le deuxième axe, c'est par rapport à notre empreinte de production, notre empreinte opérationnelle. On a ce deuxième pilier qui est le risque climatique. Risque climatique, donc autant de transition climatique, puisqu'il y a un risque de transition et un risque aussi physique. C'est 2 thèmes qui sont associés au risque climatique. Et cela, on les travaille dans notre programme qu'on appelle Eyes on Carbon, qui est le pilier principal sur l'axe climat du groupe. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails? Là, vous nous avez présenté les principes de comment vous avez embarqué ce sujet climat chez EssilorLuxottica. Alors, c'est un sujet qui prend du temps, de long terme, qu'on a embarqué autant chez Essilor que chez Luxottica il y a à peu près 5-6 ans déjà. Alors, il y a des drivers externes, c'est-à-dire que il y a déjà un consensus sur la crise climatique qui aide à faire avancer le sujet. Le deuxième, c'est la réglementation. On a de plus en plus de réglementation dans ce domaine. On a aussi les parties prenantes qui souhaitent une transparence, une visibilité, une compréhension de l'action des entreprises. Donc ça, c'est des éléments externes. Et le troisième élément, c'est vraiment l'enjeu opérationnel. Comment le climat va changer potentiellement notre modèle d'affaires, la durabilité du modèle d'affaires. Donc, on rentre dans la notion de risque. Et avec ces 2 piliers qui sont une cohérence tant sur la réduction, comme je l'ai évoqué, que sur l'adaptation au changement climatique. Si je peux terminer, Sonia, oui, sur la partie, surtout, parce que c'était un point que je pense qui est important, c'est la gouvernance. Oui. Donc, nous, on est parti très opérationnellement. Donc, ça a été un lead de l'équipe CSR d'EssilorLuxottica qui va être au contact, créer une task force en interne avec des gens de la supply chain, avec les gens des opérations, de la production, pour vraiment comprendre concrètement quels vont être les risques, quels vont être les éléments constituants de notre roadmap. Et il y a une supervision du board, donc du comité, du conseil, où il y a un élément important, c'est qu'il y a un comité qui s'appelle le comité CSR, et dans son rôle, il a à revoir tout le programme climat du groupe. Donc un comité CSR rattaché au conseil d'administration. Un comité CSR rattaché au conseil d'administration avec 3 personnes qui le composent, et il y a 3 réunions par an, et le sujet climat fait partie de l'agenda de travail. D'accord.
Donc ça, c'est très intéressant sur la partie gouvernance. Après, ce qui pourrait être intéressant aussi pour les personnes connectées, vous avez parlé de cette empreinte que vous avez d'un point de vue industriel et production, et donc le risque physique qui est important sur vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le type d'analyse que vous avez pu conduire? Oui, alors pour ce qui est une fois qu'on voit à peu près c'est quoi le risque climatique, mais ça veut dire quoi dans les années futures, comment c'est concrètement, à quoi on va s'attendre en fait. Donc on a construit un modèle de risque climatique, un modèle spécifique à EssilorLuxottica, dans lequel on a pris en compte quels étaient les éléments de vulnérabilité, les éléments vulnérables de notre activité. Donc il y en a 3. Pour nous, c'était le bâtiment. Est-ce que le bâtiment peut encaisser des risques climatiques? Voilà. Le deuxième, c'était notre outil de production, ce qu'on appelle les utilities. Et le troisième, c'est naturellement les employés. Est-ce qu'ils peuvent venir au travail et travailler dans ces conditions? Donc, le modèle climatique, c'est quels sont les éléments de vulnérabilité de notre activité. Et ensuite, on va regarder par rapport à où on est, quels sont les risques climatiques. Donc, les risques climatiques, il y a la température, donc les vagues de chaleur, les inondations, les sécheresses, les ouragans, et tout ce qui est aussi humidité, ce qu'on appelle aussi pour nous la partie humidité qui est très importante. On a pris 80 sites du groupe répartis partout dans le monde et on a fait tourner le modèle à 2030-2050, ce qui nous a permis d'avoir une photo par région, par type d'activité, de quel va être l'environnement contraint que nous allons connaître. Donc des vagues de chaleur, donc on a vu des vagues de chaleur dans certains sites. Pour notre outil de production, c'est contraignant, donc il va falloir nous adapter à ces vagues de chaleur. Des vagues de sécheresse ou moins d'eau. Pour faire nos verres, nous avons besoin d'eau. Donc tout ça permet de comprendre le futur et le risque climatique futur. Et là, ce modèle permet de renforcer le management du risque et ce qu'on appelle le Business Continuity Plan EssilorLuxottica. Ça, c'est ça. Donc, le deuxième élément, c'est qu'on a aussi après développé une équipe au sein de l'audit interne EssilorLuxottica qui est dédiée au sujet sustainability. Et l'audit interne rapporte directement au board du groupe. Donc, présente ses conclusions. Donc, on a des audits climatiques, de résilience climatique, des revues où on va tester techniquement si les équipes sont préparées tant future réglementation que l'outil sensibilisation. Et le troisième élément, comment on valorise ces deux piliers, c'est l'utilisation de ces conclusions d'audit et du modèle pour l'investissement futur, pour la préparation à de nouvelles activités. D'accord, très bien. Je pense que vous avez même anticipé une des questions qui sont en train d'être posées en fait. Il y avait une question sur comment vous impliquez les risques managers dans vos travaux. Donc, je vois que le lien a été bien fait avec l'audit interne et ce que vous venez d'expliquer. Donc, voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Xavier. Je vous propose d'avancer. De toute façon, on répondra à toutes les questions à la fin. Alors maintenant, on va changer. On a eu les deux témoignages Airbus et EssilorLuxottica qui étaient très intéressants avec des enjeux différents et des façons de faire qui finalement se rejoignent quelque part. Je vais passer à François, donc d'AXA Climate. François, une première question et après on pourra effectivement élargir de manière plus globale. Une première question très précise que j'avais pour vous et c'est lié à tous ces éléments de contexte que Xavier et Hubert viennent de présenter. Comment en fait aider aujourd'hui les entreprises dans tout ce contexte qui vient d'être présenté? Comment les aider à rester assurables? C'est une excellente question, Sonia, et merci de la poser. Parce que c'est un des éléments moteurs je dis pas que c'est le seul, mais c'est un des éléments moteurs de la réflexion sur la vulnérabilité, sur les risques physiques qui mènent certains acteurs. Parce que on parle d'assurabilité, on a raison de parler d'assurabilité et de parler d'inassurabilité. Je vous donne juste un chiffre, c'est 520 milliards d'euros. 520 milliards d'euros, c'est une estimation très récente qui a été faite par l'Agence européenne de l'environnement. Et sur les pertes économiques entre 1980 et 2020 pour 32 pays d'Europe. Voilà, 520 milliards d'euros qui sont des pertes économiques dues aux événements climatiques. Hein. Et juste un autre chiffre, et puis après j'aurai terminé avec les chiffres parce qu'on peut avoir beaucoup de chiffres dans l'assurance et Dieu sait que les assureurs raffolent de chiffres. En prochaines années, en France, rien que pour la France, les assureurs parient sur une hausse de 93% en euros constants de la charge sinistre due
aux éléments naturels. Donc c'est un vrai sujet derrière, il y a un vrai sujet d'assurabilité pour un assureur. Un assureur aujourd'hui, quand il regarde une entreprise, il se dit est-ce que cette entreprise est résiliente, est-ce que je peux continuer à l'assurer sur le long terme, hein? Et d'ailleurs, c'est pas une question, il n'y a pas forcément de réponse très très bonne pour ça. Alors nous, de notre point de vue, pour aider les entreprises à rester assurables, il faut les aider à prendre des actions et des bonnes actions. Donc, vous voyez ce que Xavier a cité comme exemple, c'est absolument remarquable. Il a screené ces 80 sites. Et donc, ces 80 sites, il sait à horizon 2030 lesquels vont être les plus impactés en inondation. Donc aujourd'hui, un groupe comme EssilorLuxottica peut se dire je sais où je dois investir moi pour me protéger contre l'inondation. Je crois qu'Hubert l'a fait aussi parce qu'à un moment donné, il en a parlé de la dimension des risques physiques et dans ces scénarios à plus 2,5 ou plus 3 degrés, il sait que l'appareil industriel va être sous stress. Donc voilà, nous notre réponse c'est de dire d'abord il faut chiffrer les dégâts potentiels de ce qui va se passer et il faut compter pour compter. C'est-à-dire qu'il faut compter ce qui va se passer pour prendre des décisions qui comptent. Parce que ce qui n'est pas compté ne compte pas. Donc c'est vraiment, nous, on pousse vraiment les entreprises à aboutir à des données chiffrées sur ce qui va se passer. Après, il y a une deuxième action qui, pour le coup, n'est pas tellement une action qui est du domaine de l'assurance. Et vous allez dire, je sors un petit peu de ma zone de confort, mais chez AXA Climate, c'est vraiment nous ce qu'on aime faire, c'est que on a découvert en faisant une étude avec Michael Page que 40% des 25-40 ans choisissent l'entreprise parce qu'elle agit davantage pour l'environnement. C'est plus tellement une notion d'assurabilité, mais c'est les employés, les collaborateurs, en tant que stakeholder, en tant que partie prenante de la vie de leur entreprise et de la santé de leur entreprise, vont contribuer à ça dans l'entreprise. Et finalement, une entreprise qui attire des talents parce qu'elle a pris des engagements et qu'elle les tient, du point de vue de l'assureur, c'est rassurant. Ça donne une indication sur l'engagement et donc sur l'assurabilité de l'entreprise. Peut-être un dernier élément, c'est dans ce que Hubert et Xavier regardent. Vous remarquerez que Xavier a parlé de température et de stress hydrique. Ça, c'est des éléments que les assureurs regardent pas forcément. Parce que c'est pas des éléments qui font peur du point de vue du sinistre. Et pourtant, du point de vue du business, il y a des éléments beaucoup plus critiques que les inondations, que les tempêtes, les cyclones, les chutes de neige et donc il faut aller au-delà juste de la donnée qui permet de rendre l'actif assurable. D'accord. C'est-à-dire si je peux me permettre de réagir sur ce que vient de dire François. Alors d'abord, moi je me sentais en retard par rapport à Xavier parce que l'aspect industriel, on l'a regardé. Aussi, on l'a regardé d'ailleurs en réalisant que les assurances regardaient un paquet de sujets comme les tornades et ainsi de suite avec nos sites dans le sud des États-Unis, notre nouvelle chaîne. On s'est posé des questions sur est-ce bien raisonnable d'aller là-dedans. Et donc, on a un paquet de sujets. Les gens disent, on est couvert en assurance. Et quand on a lancé les études, très clairement, on a beaucoup de sites qui ne pourront plus opérer par simple manque d'eau potable. On a tous nos sites industriels, Bretonne, les pieds dans l'eau. À Saint-Nazaire, on n'est pas loin de la mer. Il y a beaucoup de sujets comme ça. Ces sujets-là, il faut commencer par monitorer et se poser des questions sur les décisions d'investissement à long terme. On a un programme, j'en ai pas beaucoup parlé parce que comme je l'ai dit, le scope 3, c'est d'abord le CO2 que nos produits émettent. Donc, mais on travaille en license to operate, c'est en autorisation de faire nos opérations industrielles. On travaille dans le cadre des accords de Paris aussi sur nos réductions de footprint environnemental avec un programme structuré. Donc, l'outil industriel, la pérennité industrielle et l'efficacité industrielle font partie de notre stratégie environnementale. On a un scénario aujourd'hui de gains et d'efficacité et de réduction de nos émissions qui font partie des critères de rémunération de tous les exécutifs du groupe. Donc la motivation du personnel, le CEO
dehors pour 20%, sont liés à des objectifs de réduction d'émissions de CO2 sur l'ensemble de notre activité industrielle, malgré l'augmentation de la production. C'est-à-dire qu'on ne le fait même pas simplement en relatif au nombre d'avions produits, mais en valeur absolue. C'est important. A été abordé l'aspect de la communication aussi par Xavier. On a publié les chiffres. Il y a la pression de la société est à la transparence. Ça a aussi trait à l'attractivité de la société, comme François l'a vraiment bien dit. Est-ce que on va encore attirer des ingénieurs les plus brillants dans le secteur de l'aéronautique, qui est vu comme un secteur polluant? Il y a eu déclaration des grandes écoles, faut pas se voiler la face. Un certain nombre de personnes ont dit nous on veut pas aller travailler dans ces secteurs-là. Charge à nous d'aller leur dire, quand vous voyagez en avion aujourd'hui, vous faites du 2 litres aux 100 km passagers. Bah, c'est plutôt mieux que la plupart de vos bagnoles, hein. Mes chers étudiants, sans mettre de concurrence sectorielle en jeu, mais quelque part, prenez conscience que vous n'êtes pas forcément dans le secteur le plus. Donc, on est transparent, on n'a pas peur de nos chiffres, on n'a pas peur de les expliquer, mais on a un combat à gagner sur l'attraction des talents, l'aspect, c'est un challenge immense, hein. Venez faire l'avion, 0 émission, c'est un challenge immense. Mais si on n'a pas les meilleurs, on va avoir beaucoup de mal. Et le combat sur les ressources aujourd'hui est assez féroce entre les secteurs industriels. Donc c'est un combat qui est sain, c'est un combat qui est intéressant. On y travaille. J'ai le sentiment que je vais aller rappeler moi Xavier pour voir comment ils ont fait leur modèle plus précisément, ce que j'avais dit quand je m'étais croisé une fois. Mais c'est réellement un vrai sujet et on a la perception effectivement qu'on peut pas transférer tout ce risque à l'assurance et ça va de plus en plus compliqué, de plus en plus cher. Et peut-être avant de redonner la parole à François, je rebondis peut-être par rapport à ce que vous dites, Hubert. Et je sais que quand on avait préparé la séance, Xavier, vous m'aviez parlé, parce que Hubert, vous venez de parler de Scope 3 notamment, vous m'aviez parlé de la résilience de la supply chain et de la partie fournisseur. Oui. Et c'était assez intéressant comme discussion qu'on avait eue là-dessus. Est-ce que vous pouvez partager avec notre audience aussi? Et alors, c'est vrai que quand on a construit le modèle, là, on va mettre le deuxième étage de la fusée du modèle. C'est-à-dire que on a regardé quelle a été la capacité de résilience de notre outil de production et si nos employés pouvaient travailler dans ces conditions contraintes. En revanche, on n'a pas encore bien étudié si on pouvait sortir les produits, les mettre dans des avions qui pouvaient décoller et pareil sur des bateaux, pareil sur des camions. Donc le prochain enjeu, c'est le modèle de résilience climatique de la supply chain. Même si aujourd'hui on a ce qu'on appelle le programme Supplier Sustainability, où on implique nos fournisseurs de différents métiers, matières premières, services, dans notre logique Eyes on the Carbon, comme je l'ai expliqué, le programme Eyes on the Carbon, mais on va aller davantage dans cette dimension progressivement sur l'extension du modèle. Voilà. Merci. Si je peux rebondir là-dessus, Sonia, c'est pas très surprenant. Dans l'étude qu'on a réalisée avec l'AMRAE sur la perception qu'ont les risk managers de tous les risques physiques, il y a que 3%, ça fait pas beaucoup, des risk managers qui avouent, enfin plus là, qui se vantent d'avoir une très bonne vision des risques physiques sur la supply chain. 3%. Après, il y en a 29% qui disent qu'ils ont plutôt une bonne vision. Mais au total, si vous voulez, ça fait quand même un tiers qui ont bonne ou très bonne vision des risques physiques de leurs fournisseurs, de la supply chain. Ça veut dire qu'il y a 2/3 des compagnies qui n'ont pas une bonne vision de ça. Sur la supply chain, c'est très très critique, oui. Est-ce que, peut-être avant de passer la parole à Monica, est-ce qu'il y a d'autres enseignements intéressants qui sont tirés de cette étude sur le risque climat que vous avez publiée avec l'AMRAE que vous souhaitez partager? Absolument, Sonia, je peux. D'abord, vous avez parlé, quand on a parlé d'assurabilité, aujourd'hui, il y a 62% des risk managers qui craignent cette inassurabilité soit pour des pans d'activité, soit pour des sites. Pour des pans d'activité, c'est plus à considérer du point de vue du risque de transition.
C'est-à-dire qu'elles se disent cette activité-là n'étant pas bien notée du point de vue de la taxonomie ou n'étant pas bien, je pense que les assureurs ne vont plus vouloir l'assurer parce que c'est vrai que les assureurs eux-mêmes se mettent à refuser d'assurer. Par exemple, le groupe AXA n'assure plus les nouvelles unités de production d'énergie à base de charbon. Donc voilà. Et également ne sont plus assurables également du point de vue de l'exposition du site lui-même. Un site qui est situé en Californie, en plein milieu de la forêt, ça pose un petit problème. Voilà. Donc il y a ça. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'il y a des réponses qui sont attendues. 71% des risk managers considèrent qu'ils n'ont pas les bonnes réponses de la part des assureurs. Un assureur, traditionnellement, face à un risque qui se dégrade, il augmente son prix ou il exclut, en fait, ou il baisse ses limites, ou il augmente la franchise. Mais en fait, les risk managers attendent plus d'accompagnement. J'ai pu l'évoquer dans la première partie de mon propos, et plus de visibilité chiffrée sur ce qui va se passer pour nourrir leur direction générale. Et puis, je voudrais un petit peu vous féliciter pour le panel que vous avez choisi en ayant Hubert et Xavier. Décidément, je leur envoie beaucoup de fleurs aujourd'hui parce que Hubert et Xavier ont tous les deux la connaissance de la gouvernance qu'il y a dans leur entreprise sur ces risques-là. Mais aujourd'hui, 43% des risk managers qui ont répondu qu'ils ne pensaient pas que leur entreprise était dotée d'une gouvernance. Ce sont des gens qui on l'intitulé de risk manager, donc ils sont directeurs des risques de leur organisation. Il y en a 43% qui indiquent que leur organisation n'a pas, ou à leur connaissance n'a pas, de gouvernance des risques climatiques. Et ça, je trouve ça particulièrement préoccupant. Début 2022, qu'il y ait encore, vous allez me dire, c'est moins que la majorité, c'est bien, ça progresse. Oui, mais c'est encore 43%. Et il y a donc du progrès à faire. Et c'est une excellente transition, du coup, François, pour passer peut-être la parole à Monica. On parle de gouvernance. Donc, Monica, pour vous, quelles sont les difficultés qu'un administrateur indépendant peut rencontrer, en fait, dans la supervision des risques liés aux enjeux climatiques? Plein de difficultés. Les difficultés sont de trois ordres sur la base de mon expérience. La première de structure, organisation. La deuxième de compétences, posture mentale. Et la troisième de relation, confiance, trust par rapport au management. Donc, la première, c'est simple. C'est beaucoup plus facile pour un administrateur qui fait partie du comité risque ou du comité ISJ si les risques ISJ sont revus dans le comité ISJ, mais plutôt qu'un administrateur qui siège dans le conseil et pas dans ce comité. Alors, une chose simple à faire que nous on fait assez régulièrement depuis maintenant 2 ans, c'est que à la revue annuelle des risques, ce qui se fait typiquement en janvier, d'inviter tous les administrateurs indépendants qui fassent partie ou pas du comité. La deuxième, c'est compétences et structure mentale. Avec compétences, je veux dire que la compréhension du sujet climat et des implications, surtout des implications pour le modèle d'affaires de la société, c'est un sujet difficile. Il y a plein d'interconnexions. Déjà, naturellement, il y a de la symétrie entre les non-exécutifs et les exécutifs. Sur les implications du climat dans le modèle d'affaires, cette asymétrie est encore plus grande. Et donc, c'est important de comprendre et puis que l'administrateur indépendant ait aussi une bonne vision de ce que l'entreprise fait concrètement pour atténuer ces risques. Et donc, je pense qu'il y a 3 mind shifts dans mon expérience. Il faut on regarde au-delà du cycle de planning classique de l'entreprise de 3-4 ans. Il faut la regarder plus long. Au-delà des murs de l'entreprise, donc sur les externalités, clients, fournisseurs, mais même plus loin, les communautés. Et puis, 3e point, c'est vraiment un point de posture. Il ne faut pas hésiter d'aller chercher dans le spécifique, vraiment rentrer dans le vif du sujet.
Parce que pour certaines entreprises, le risque climat peut être létal. Et donc, quand on dit létal, le conseil d'administration est là pour vraiment la responsabilité de la pérennité de l'entreprise et du modèle d'affaires. Donc, il ne peut pas juste se contenter de superviser à haut niveau. Et puis, le troisième, je disais, la relation de confiance avec le management. C'est important que les risk managers, le management, ne fassent pas de pushback par rapport à la curiosité, l'intérêt, l'approfondissement des administrateurs qui est dans leur devoir. Et pour les administrateurs qui aient l'appétit de rentrer dans le sujet. Donc, l'un a le devoir de s'en occuper et donc il doit aussi comprendre. Et la charte, le mapping que Xavier a mentionné sur tous les sites de production, voilà, ça c'est typiquement une heatmap sur les risques d'inondation, les risques physiques des assets, d'inondation, mais aussi les stress hydriques. Ça, c'est un input important pour le comité. Et puis, ça va au-delà juste du risk map, aussi sur le risque de perte de valeur des assets et les mesures préventives qui sont mises en route pour l'adaptation jusqu'à des aspects très concrets qui peuvent paraître opérationnels et finalement, ils sont substantiels. Très bien. Mais du coup, vous nous avez donné pas mal d'éléments sur comment mettre en place une supervision efficace du conseil. C'était très intéressant. Et est-ce que vous avez d'autres expériences que vous pouvez partager avec nous, Monica, évidemment dans le respect des règles de confidentialité? Oui, je pense que ça a été dit tout à l'heure. Quelqu'un a parlé des scénarios. En fait, l'analyse de risque dans un moment de transition profond où on est, on a besoin de faire quelque chose avant l'analyse de risque et c'est vraiment un travail de scénarisation et aussi planification en amont. Donc, les scénarios peuvent être les scénarios à température ou des scénarios déduits en choisissant une trajectoire sur lequel il faut variabiliser les drivers importants pour l'entreprise, le coût du CO2, le prix de l'électricité, le coût de la technologie. Donc aujourd'hui, par exemple, je siège au conseil et au comité d'audit d'une entreprise très énergivore. Et donc, je me bats pour intégrer aussi cette analyse des scénarios possibles et la probabilisation des scénarios. Parce que s'il y a un comité stratégie, scénario, c'est bien. Donc, les deux comités ils peuvent travailler ensemble et agir dans la continuité. S'il n'y a pas, il manque un bout. Et donc, partir des risques sans avoir fait un peu de front-end sur les scénarios est difficile. Et c'est pas toujours facile de le faire accepter. Ok. Très clair. Merci beaucoup, Monica. Si ça vous va à tous, on va passer à la séance de questions-réponses. Donc, il y en a certains d'entre vous qui ont déjà posé pas mal de questions dans la partie Q&A. Pour les autres, n'hésitez pas à le faire. Je vais laisser Julien vous partager en fait ces questions qu'on a pu avoir. Alors, effectivement, pour le coup, il y a beaucoup de questions, donc j'aurais l'obligation d'être un peu partial. La première qui est assez intéressante, je trouve, c'est ça s'adresse quelque part, je pense un peu à Xavier et Hubert, mais plus globalement à tout le monde. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce qui pique, des difficultés rencontrées et un peu en fait des échecs à mettre en place une stratégie qui intégrait pleinement le risque climat? Okay. Hubert, Xavier. Alors, ne battez pas pour répondre en premier. Aujourd'hui, on met en place cette stratégie sur le risque climat. Donc, je crois que faut pas avoir peur de faire du try, fail and try again, parce que avoir la stratégie gagnante à coup sûr, c'est pas gagné. Enfin, je veux dire, il faut être très présomptueux pour penser à avoir tout bon dès le début. Notre logique
on a eu des éléments dans lesquels sur la stratégie elle-même, il y a encore une part d'incertitude et on est sur un paquet de scénarios. Comme l'a dit Monica, il n'y a pas que le scénario température. On a fait sur notre futur avion zéro carbone, qui nécessite quand même des décisions d'investissement lourdes, qui nécessite aussi d'associer, si on veut faire un avion zéro carbone avec de l'hydrogène, il faut l'hydrogène des aéroports, il faut que l'hydrogène soit à un prix abordable, il faut que l'hydrogène soit vert d'ailleurs et qu'il soit pas gris. Beaucoup de questions qui sont là derrière. Donc on n'est pas encore du tout certain que notre stratégie marche jusqu'au bout. À l'inverse, on est dans une logique entrepreneuriale. On a lancé une mécanique et cette mécanique, on va la revoir régulièrement au fruit des résultats récupérés dans notre planning. On avait commencé avec l'avion électrique. On est parti très tôt avec un avion tout électrique. C'est des travaux très intéressants pour Urban Air Mobility. Taxi aérien dans les villes, très bien, tout électrique, ça va marcher. Mais imaginez aujourd'hui un avion tout électrique, un monocouloir qui fait Paris-Toulouse, la techno n'est pas là en tout électrique. Et donc notre IFAN X, qui était un laboratoire électrique, on a pivoté en fait en gros sur le projet pour continuer à travailler sur le labo électrique. Si on fait un avion avec une pile à combustible, qui est une des voies, les travaux qu'on a fait sur l'électrique sont très utiles pour l'utilisation de la motorisation électrique, l'hydrogène et via la pile à combustible. À l'époque, quand on a lancé cet avion, on espérait que la technologie de densification des batteries atteindrait les niveaux nécessaires. On pense aujourd'hui que ça ne va pas arriver. Donc voilà un exemple de voie technologique où on bascule au fur et à mesure qu'on en apprend plus et on peut factualiser un peu mieux les phénomènes. C'est lié à des scénarios. Dans un monocouloir, un exemple de scénario, c'est à partir de quand est-ce que le prix du carbone est clé dans l'introduction sur le marché d'un nouvel avion. Un autre élément clé, c'est l'interdiction des vols court courrier. J'étais assis à côté d'une députée suédoise qui était venue en train chez Airbus, toute une délégation de députés suédois qui étaient venus en train chez nous. C'est charmant, ils ont plein de temps. Et je lui ai dit, elle était partie écologique, je lui ai dit, écoutez, ou bien vous en voulez à l'aviation, ou bien vous voulez décarboner le climat. Mais si vous interdisez les vols court courrier définitivement, pourquoi voulez-vous qu'on fasse l'effort de développer un avion vert? L'avion zéro carbone, ça doit d'abord être un court courrier. Et si on introduit celui-là, ensuite, on aura les longs courriers aussi. Quelles sont les étapes sur lesquelles vous voulez travailler avec nous? Là-dessus, il y a des risques dans le scénario. Si on fait un ban complet et l'aviation n'a plus le droit de faire du court courrier, on va être très embêté dans notre introduction de nouvelles technologies. Donc, la dimension... Juste te dire, c'est que on est obligé de regarder notre stratégie et de la remettre à jour très régulièrement en fonction du contexte. Ce que je voulais ajouter rapidement, c'est ce que Hubert vient de raconter. Prendre une route, changer de route, revoir sur la base de l'information actuelle, c'est exactement ça qu'il faut faire. Donc, prendre quelques variables et puis les suivre over time et puis probabiliser différemment les scénarios. Ceci ne sera jamais un forecast, mais ça permet d'être tous au bord de avoir la même stratégie en tête et avoir la visibilité de comment on se réadapte. Parce que c'est pas en regardant le passé qu'on va faire le futur cette fois, c'est vraiment un complètement changement de paradigme. Exactement. Peut-être une dernière question pour profiter des 2-3 dernières minutes. Alors, Monica en a parlé un peu, mais un peu moins Hubert et Xavier. Est-ce que vous pourriez donner votre point de vue sur la prise en compte du risque climat par vos conseils d'administration respectifs? Donc, un peu cette notion de gouvernance, l'articulation avec le conseil d'administration et comment est-ce qu'il gère, comment est-ce qu'il est impliqué, s'il est impliqué, bien sûr, dans cette gestion du risque climatique. Je l'ai évoqué, Julien, sur une gouvernance opérationnelle très terrain et cette gouvernance au niveau du conseil d'administration avec les deux comités, comité des risques, comité RSE, et qui a dans ses statuts notamment l'obligation de revoir
le programme climat et travailler le programme climat. Donc ça, c'est de notre côté, c'est très bien, je dirais, statué et orchestré. Je pense que de notre côté aussi, le comité qui s'appelle, pour être très précis, Ethics, Compliance and Sustainability Committee, qui est un des comités du board et qui se réunit 3 fois par an ou 4 fois par an, pilote de façon précise l'ensemble des risques sustainability, et dans ces risques sustainability, évidemment que le climat en fait largement partie. Et au sein du comité d'audit d'Airbus, les risques, comme je l'ai montré, sont très imbriqués avec la risk map plus détaillée du comité sustainability, et du coup les membres du board sont bien amenés à en parler. Alors après, dans le board d'Airbus, il y a quand même quelques célébrités. Carlos Tavares, quand même le PDG de Stellantis, il a un track record dans l'industrie automobile sur les aspects ESG. Il y est sensible. L'industrie automobile, elle est dans l'urgence sur ce sujet maintenant. On a aussi, mais je vais citer que 2 noms, mais je pourrais en citer plusieurs. Jean-Pierre Clamadieu, qui est lui le chair de cette Ethics Compliance and Sustainability Committee. C'est le chair de Engie, et c'est aussi l'ancien CEO de Solvay. Et eux aussi sont reconnus comme ayant été réellement des leading companies dans ces sujets sustainability. Donc, un certain nombre de membres du board dans ces comités sont aussi des moteurs pour l'ensemble des membres du board, qui sont peut-être pas tous aussi sensibilisés au sujet. Un dernier mot de ma part, si je peux me permettre, l'aspect formation. Il est clair qu'on en a parlé plusieurs fois, je ne sais pas si c'est valable pour les administrateurs, mais pour les exécutifs du groupe Airbus, on a mis en place une journée complète de formation sur les aspects risques climatiques et sustainability. Et ce déploiement génère réellement une compréhension, une attention et du coup une vigilance particulière sur les sujets. Comme il est 2h et Hubert m'a donné le lien, la formation ou la sensibilisation des administrateurs est faite, par exemple, à travers Chapter Zero France, donc qui fait des choses comme on a fait aujourd'hui, des réunions à huis clos entre administrateurs, du partage de la connaissance, de l'écriture aussi, de rapports communs et des analyses. Donc ça, au niveau individuel, les administrateurs peuvent se nourrir de tout un tas d'outils pour améliorer leurs compétences, y compris de self-assessment. Nous, on forme 1,5 million de collaborateurs sur notre plateforme aujourd'hui de Climate School. Voilà. Mais il est 14h, je laisse le micro. Oui, il est 14h, donc en tout cas, on vous remercie tous de vous être connectés aussi nombreux. On espère que les échanges vous ont intéressé. Quand vous allez vous déconnecter, le questionnaire va apparaître sur votre écran. Donc, si vous pouvez prendre 2 minutes pour le compléter, ce serait très utile pour nous. Donc voilà. Donc merci à tous, et puis à bientôt pour d'autres échanges autour de ce sujet.